Buenavista del Norte, tout au nord de Tenerife, tout au nord-ouest même, le dernier village avant la montagne. J'ai pris plusieurs bus pour venir ici et maintenant je suis près de l'océan, sous un ciel bleu azur, mais il y a quand même un peu de nuages là-haut. Et là-haut, c'est la montagne du Téno, le massif que je m'apprête à gravir dans peu de temps après un bain de rigueur dans l'océan. Et voilà, c'est parti sur cette place pour une semaine de marche à rythme intensif. Bien arrogant ce petit breton. Je vais moins faire le malin dans une heure. Faut voir aussi la gueule de la première grain. Une vacherie typique de Tenerife sur un sentier très bien aménagé mais très raide. Il y en aura pas mal d'autres du même genre dans la Naga, le dernier massif que traversera mon parcours de 200 km et 8000 bons mètres de dénivelé. Parcours qui doit me permettre d'explorer toute l'île d'ouest en est en 7 jours et demi. Mais avant la Naga, va déjà falloir se coltiner le TD au milieu du trek et pour commencer le Téno, dans lequel je bataille sous vos yeux. Du costaud pour la reprise après 6 mois de coupure hivernale. Passage au col, bien venteux comme d'hab sur cette île, et je replonge direct dans une autre vallée. Vous voyez cette vallée là-bas? Oh, j'en avais bavé il y a 7-8 ans, la première fois que je l'ai descendue. À l'époque, je marchais sans GPS. Je m'étais complètement paumé dans les fourrés, les cactus. Et j'avais passé un sale quart d'heure, ou plutôt 2 sales bonnes heures. Mais cette fois, j'ai mon GPS. J'ai trouvé le chemin, qui va bientôt se transformer en sentier, mais je le vois là-bas, le sentier là. Sympa la descente, plus raide mais plus évidente que dans mes souvenirs. En bas, aucun bon spot de bivouac protégé des bourrasques. Je poursuis donc au soleil couchant vers la pointe, et au crépuscule, coup de bol. Je trouve en aval de son phare un cocon parfait, un garage à bateau, ouvrant sur le sud et une petite plage, à l'abri du vent du nord donc, et du crachin qui s'annonce. La nuit sera douce. La classique au réveil, une grimpe bien brutale, à jeun, pour se creuser l'appétit. Moins raide, mais plus longue que celle de la veille, 800 mètres, irrégulier, jusqu'au village de Teno Alto. Ce maudit bled est pris par le brouillard comme en 2016. J'ai l'impression qu'il fait toujours dégueu dans les parages. Ça expliquerait pourquoi l'endroit est si verdoyant par rapport au reste de l'île. Pareil sur la grande arête du Téno que je longe dans la foulée, rien d'étonnant d'ailleurs puisqu'elle se dresse 1000 mètres au-dessus de la mer, face au vent de nord et d'ouest déboulant de l'immensité océanique. Je ne suis pas à plaindre cependant, la brume est moins épaisse qu'en 2016 et me laisse par séquence admirer les paysages.
Par contre, ça souffle à vous en rendre sourd, et je constate les limites de mon matos vidéo. Pour un bon son, faudra attendre les prochains vlogs, en Italie. En contrebas à l'ouest, les célèbres gorges de Mascara. C'est ici que je quitte le sentier de Crête du Téno, après 10 km de grande classe, pour repiquer à l'est vers le massif du Teide. N'ayant pas trouvé de cartouche de gaz avant de m'élancer, je me contenterai ces 4 prochains jours du pain et du fromage achetés dans la supérette du village de Santiago, le dernier avant la pure montagne. Et niveau hygiène, ce ne sera pas plus glorieux. Après une douche sommaire près d'un dernier point d'eau, je vais macérer dans ma crasse pendant 3 jours. Toujours aussi impressionnant ce désert de lave gigantesque à l'ouest du Teide. Mes souvenirs ne m'avaient pas trompé, et il n'y a pas un chat. L'exaltation me gagne au fil d'une montée progressive dans un univers de plus en plus minéral. Je ne sais pas encore qu'une rencontre fâcheuse va bientôt ruiner mes plans du jour. J'ai déjà fait une croix sur l'ascension de la pyramide finale du Teide après avoir appris, le jour de mon atterrissage, qu'il faut un permis pour l'effectuer depuis un an. Mais j'ai tout de même l'intention de grimper aux 2 tiers du volcan, jusqu'au Pico Viejo, à 3000 mètres environ, avant de bifurquer plein sud pour un vaste détour par l'arête méridionale de la caldeira et le sommet de Guajara, que je ne connais pas encore. Ça me permettra de parfaire mes connaissances par rapport à 2016 et de proposer un parcours idéal dans ma vidéo sur l'itinéraire ultime pour traverser Tenerife, qui suivra ce vlog. Mais ce que je n'imaginais pas, c'était de m'arrêter dès les 2000 mètres, avant même le premier cratère majeur, celui d'El Calderón. L'excitation était pourtant maximale après que les pics du Teide et du Pico Viejo me soient apparus de près, au passage d'un col de cendres. Elle redescend d'un coup, quand un chasseur m'alpague et m'intime l'ordre de rebrousser chemin. La zone étant quadrillée pour l'après-midi. Je repère en effet quelques-uns de ses collègues en amont, petits points oranges dans l'immensité basaltique, et me résous à chanter le Pico Viejo et à repiquer immédiatement vers la crête sud de la caldeira, que je grimperai le lendemain au réveil. De beaux sentiers plats me consolent jusqu'au soir et un bivouac photogénique sur le plateau du Teide. Me voilà donc à plus de 2000 mètres d'altitude, dans la grande caldeira du Teide. Là, je campe au milieu des buissons. J'ai placé la tente là-bas à l'abri du vent, dans le sable. Donc elle peut monter un peu n'importe comment, mais ça tiendra parce que la nuit va être très douce. Pas évident de repérer le sentier non balisé censé me hisser sur l'arête méridionale de la caldeira, mais il existe bel et bien, encore plus raide que celui du premier jour, et tout caillasseux. Un col, une surprise. Mer de nuages ou mer tout court? Les deux. 1 heure d'effort au soleil et me voilà perché sur l'arête d'une superbe cordillère. L'Alto de Guajara, son point culminant avec ses 2780 mètres, n'est plus qu'à quelques kilomètres d'un sentier de crête merveilleux.
Pour sûr, ce pic se doit, avec le TID, d'être incorporé dans un itinéraire ultime, même au prix d'un sérieux détour pour joindre l'aile de sommet. Mission accomplie, me voilà au sommet de l'Alto de Guajara, le plus haut pic de la crête sud de la caldeira de Tenerife, avec une vue imbattable, probablement la plus belle de l'île sur le Teide qui est juste en face, mais aussi sur l'ensemble de la caldeira du début à sa fin. C'est vraiment un endroit exceptionnel qui conclut une superbe matinée de marche, superbe mais pas technique mais très physique. Et surtout j'ai eu des gros problèmes d'approvisionnement en eau. Les 2 sources que je visais hier soir et ce matin sont à sec. Donc j'en vise une 3e dans 1,5 km. Si elle aussi est à sec, je vais devoir redescendre sur le plateau pour me réalimenter parce que je suis quasiment à court. Pas d'eau finalement dans cette dernière pseudo-source. Mais je ne me résous pas à descendre sur le plateau de Las Cañadas que j'ai déjà exploré en 2016 et préfère quémander, comme un mendiant, 2 litres d'eau aux marcheurs de passage pour continuer mon baroud sur la crête. J'ai trop envie de découvrir ce que vaut cette trajectoire. Conclusion pas fameuse. Le sentier ne dure que 3 km dans un environnement ruiné par de récents incendies, puis on échoue sur une piste qu'on suit 10 bons kilomètres avec de beaux panoramas ceci dit. Pas suffisant toutefois pour préférer cette partie de la crête au plateau. Près de l'observatoire astronomique, la caldeira se referme en une crête unifiée, donnant des 2 côtés sur la mer. En somme, un superbe belvédère à 360 degrés, qui dure 10 bons kilomètres et l'affaissement de la crête sous les 2000 mètres et une canopée de conifères. Je parcourrai l'arête au réveil. Pour l'heure, je dois trouver un coin où dormir à l'abri du vent. Mer de nuages. Et donc un petit refuge. On va découvrir en direct ce qu'il vaut. Oula, très poussiéreux à l'intérieur. Pas top. Pas top, mais toujours mieux que l'extérieur. Two dreams under the quiet sun, ended long ago, and just begun. Pour ces dernières heures sur la crête dégagée du TID, la lumière matinale se fait divine. Puis c'est la transition qui commence, forestière d'abord. Enfin de l'eau après 3 jours de sevrage. Apparemment, en tout cas il y a une fontaine. On va voir si elle marche. Il y a bien un bouton. Eau non contrôlée, mais bon. Rien du tout. C'est pas terminé parce que j'entends couler derrière. Ah oui. Et oui, miracle. Oh, ça fait du bien. Je vais pouvoir me doucher, laver mes vêtements et puis me sustenter. Dans cette petite cabane là-bas en plus. Top. À la forêt succède la banlieue tranquille de la Laguna. Bien lavé, je ne pense plus qu'à me remplir la panse, écœuré par 4 jours de sandwich pingouda, beurré au pesto vert qui aurait dû garnir mes pâtes si j'avais trouvé du gaz.
Au rayon traiteur du supermarché Mercadona se trouve ma botte secrète. La tortilla de patata aux épinards. J'en ai mangé des dizaines durant l'Odyssée pédestre. Il ne me reste plus qu'à traverser le périph' et trouver un coin discret au bivouac. Légère grasse mat avant de descendre au village de Tegueste, porte d'entrée du 3e massif de Tenerife, la Naga. Fin de la transition, retour au sentier. Je suis au pied de la Naga, le TD est loin maintenant. J'ai fait 30-40 km de transition dans la grande vallée de San Cristobal de la Laguna. Et puis maintenant, je réattaque les sentiers pour 3 jours où je ne vais plus les quitter. Merveilleux ce coin, comme dans mes souvenirs. Et pour une fois, je croise un peu de monde sur les chemins, mais plutôt des locaux que des touristes, la plupart trailers. Faut dire qu'on est samedi et qu'il fait beau. Quel privilège ont-ils d'avoir un tel réseau de sentiers à leur portée. La classique pour les habitués des montagnes grecques, se retrouver coincé derrière un troupeau de chèvres qui te fuit pendant des plombes, à rythme de sénateur, et sans jamais penser à quitter le sentier par la gauche ou la droite.
Les premières vallées de la Naga envoyaient déjà du rêve, mais que dire de celle de Punta del Hidalgo? À elle seule, elle justifie mon voyage. De retour à l'endroit où j'ai passé la pire nuit de ma vie, à cause du vent. Il y en avait déjà beaucoup en soirée quand je suis arrivé ici, quand j'ai posé ma tente sur les terrasses qui sont là-bas. Mais durant la nuit, c'est une vraie tempête qui s'est déclenchée. Puis il y avait des bourrasques que je pouvais entendre franchir le col tout en haut, peut-être 700 mètres en amont, 800 mètres en amont, venir s'abattre quelques secondes plus tard sur le toit de ma tente, manquant de déchirer la toile, décrochant les sardines, c'était horrible. J'ai dû tenir la tente à bout de bras toute la nuit. Et le pire, c'est que j'ai pas dormi une seconde. Et le lendemain, je suis reparti complètement halluciné, dans un état second. Et un quart d'heure plus tard, en arrivant un petit peu plus haut là, j'ai découvert des grottes avec un intérieur tout plat, très peu poussiéreuse, complètement abrité du vent, où j'aurais pu passer la nuit tranquille. Le lieu fatidique de ma nuit blanche. La première cavité où j'aurais pu me réfugier. La deuxième. Et puis il y en a d'autres là-haut, encore mieux je crois. La sente qui remonte les 600 mètres de dénivelé de Punta del Hidalgo à Shinamada est l'une des plus fascinantes d'Europe, toutes îles confondues. Elle mériterait qu'on la filme du début à la fin, tant son allure varie sans cesser d'être élégante. Et quel contraste dans les panoramas, tantôt sur les vallées intérieures de la Naga, tantôt sur la côte.
Après l'effort, le réconfort. Là-haut, j'ai déjà 1500 mètres de dénivelé positif dans les jambes depuis le réveil, mais poursuis un peu l'effort, me rappelant de mon périple de 2016 et d'un sous-bois parfait sous le village de Las Carboneras, pour passer une nuit tranquille à l'abri de la pluie et du vent qui, je le sens, vont sévir ce soir. Forte pluie cette nuit et nuages épais ce matin. Ça ternit un peu mon passage au Roquet de Taborno, un belvédère fameux de la Naga, mais je m'en fiche car l'important est ailleurs. Dans quelques heures, je rejoins l'un des plus beaux sentiers côtiers insulaires d'Europe. Et je sais que le soleil aura alors fait son retour. La descente annonce déjà la couleur à partir du village d'Afour. On rejoint le littoral près de la plage de Tamadité. Et c'est parti pour quelques kilomètres de grande classe vers Taganana, avec vue constante sur deux aiguilles improbables dominant ce village, les roquets d'En Medio et de Las Animas. À Taganana, un sentier balisé que je connais déjà remonte vers le Roque Maogore. Je préfère en tester un autre, non balisé, qui longe la côte. Il a de l'allure pour sûr, mais finit en impasse, comme j'aurais dû m'en douter.
à cause d'un énorme effondrement de terre. J'en suis quitte pour revenir sur mes pas et suivre, par la route et quelques sentes, un littoral parsemé de plages déjà très fréquentées. À Benijo, je retrouve de la hauteur et à Draguilo un pur sentier, officiellement fermé mais tout à fait praticable, même s'il passe par un ou deux pierriers. 2 kilomètres plus loin m'attend l'objectif du jour, illuminé par un soleil parfaitement placé. Le rocher de la Naga, cet îlot détaché de la côte, haut de 200 mètres, et faisant face à un petit plateau où l'on devine les ruines du village abandonné d'El Chorro. J'ai dit abandonné car El Chorro l'était en 2016, mais 2-3 fermes ont été réhabilitées depuis. L'un des habitants, Cintrilo, un hippie installé dans le plus beau domaine et qui arrose ses plantes à mon passage, m'accueille chez lui pour la nuit et m'offre même une salade exquise à dîner. Je lui laisse en remerciement le reste de mes vivres, en fait une miche de pain et 300 grammes de cheddar, et jeûnerai jusqu'au soir. Le phare de la Naga, l'objectif oriental du trek, n'est plus qu'à 1 heure de marche, mais je l'atteins à midi après avoir fainéanté au réveil. 1 heure de plus à suer dans un radar et je m'attable au bistrot de Shinamada. Si j'étais à la bourre, j'aurais pu arrêter le trek dans ce village desservi par des bus, mais pour avoir filé droit dans le massif du Teide, j'ai un après-midi en rab pour terminer ma course comme je l'ai démarrée, au bord de l'eau. Non sans avoir découvert un dernier sentier de crête non balisé, celui-là parfaitement praticable. Ce village en bas, c'est le terminus de la randonnée. Donc Igueste de Saint-Andrés. La randonnée officielle reste un peu sur la crête, puis descend en vallée et suit la vallée jusqu'au village. Mais je vais essayer de me maintenir un peu sur la crête. Il y a un sentier, mais non balisé. À voir l'état du sentier. Je vais le découvrir dans quelques minutes. C'est ici que démarre le sentier non balisé. On va voir ce qu'il nous réserve. Je vois déjà très bien le chemin par lequel je devrais transiter par la suite. Mais c'est dans l'immédiat que c'est moins clair là. Il faut me faire une boucle de descente, puis après suivre cette crête là-bas. Et le chemin est assez indistinct. Mais ça m'a l'air tout à fait faisable en tout cas. J'ai dû batailler un petit peu là-bas dans le tas de cactus, mais rien de dramatique.
Et là vraiment je vais retrouver un chemin bien net. Et par la suite ça va continuer à l'être. Donc à mon avis il n'y a rien de très difficile avec ce sentier non balisé. De retour sur un sentier plus conventionnel, toujours pas balisé mais bien net, qui va mener au sommet de cette crête où je vais rejoindre un sentier celui-là balisé et puis descendre tranquillement à Iguesté de Sant-Andrés. Dernier belvédère, mais pas n'importe lequel, celui de l'Atalaya, qui domine à l'est la pointe d'Antequera et à l'ouest le village d'Iguesté au premier plan, et tout au fond la pyramide du Teide, qui paraît à présent si lointaine. 200 km à peine me séparent pourtant du village de départ, mais quelle baroude! 10 ans de nostalgie n'en avaient pas exagéré la grandeur. Je n'ai plus qu'à Bamos à la playa, pas la plus confortable, mais on ne crache pas sur un bain à 20 degrés, avec une petite fontaine adjacente où se rincer le sel et se faire beau pour l'avion du retour. À ceux que ce vlog a inspiré et qui ambitionneraient de traverser Tenerife, ne ratez pas ma prochaine vidéo, car j'y décortiquerai mon itinéraire ultime pour traverser l'île, bien mieux pensé que celui que je viens de vous narrer. À ne pas manquer donc.